j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo, encore une fois tranquille, posée. C'est une vidéo que je vous avais proposée il y a quelques temps de ça. On va se pencher un petit peu plus sur les Oya et j'ai envie de concentrer dans cette vidéo le plus possible de choses que je pourrais partager avec vous sur ces plantes. Évidemment des choses que je sais, que je connais, que j'ai soit pratiqué ou que j'ai eu des retours aussi dessus. Voilà, dans la culture, enfin, un petit peu tout autour du Oya. Et je vous avais demandé dans une vidéo précédente, il y a quelques temps de ça, de me poser des questions qui vous traversent l'esprit sur justement les Oya, et des questions évidemment pour lesquelles je peux répondre. Et j'ai noté. Je vous avais fait ça en commentaire, j'ai noté à chaque fois, je vous ai même marqué en principe un pouce quand j'avais noté la question. Donc évidemment quand je vous dis noter, c'est noter dans un cahier comme d'habitude. Voilà, je note les questions, j'ai regroupé, j'ai essayé de regrouper par thème. Pour pas trop partir dans tous les sens comme d'habitude je dirais. Et la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo sous cette forme, parce que j'en ai déjà fait des vidéos sur les Oya. J'ai fait une playlist complète sur les Oya, autant quand je parle vraiment exclusivement des Oya, mais aussi quand je reçois des colis, des choses comme ça, où je reçois des Oya, j'explique le rempotage, etc. Là, cette vidéo, ça va me permettre, j'espère, quand j'aurai des questions, de pouvoir dire à la personne, retrouvez la vidéo consacrée au Oya et vous aurez la réponse dans cette vidéo. Parce que bien souvent, je peux pas dire à la personne, sur 300 vidéos, je peux pas dire, retrouvez la réponse dans cette vidéo, etc. Les explications en images et tout, c'est super bien. Je préfère de loin les explications en images parce que je peux répondre vite fait dans un commentaire, mais des fois c'est pas vraiment faisable. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé d'essayer de faire plusieurs chapitres, plusieurs grands chapitres, parce qu'il y a des questions qui se rejoignent à chaque fois, et notamment il y a le substrat, les arrosages, la floraison. Qu'est-ce que j'ai aussi? Le passage en pont, enfin la culture en pont. Ah oui, un Oya qui stagne. Voilà, et après il y a aussi par rapport au Dischidia, parce que j'avais parlé du Dischidia dans mon avant-dernière vidéo, et j'avais parlé du Dischidia, donc on va y venir un petit peu. Je vais vous en parler un tout petit peu dans cette vidéo, parce que le Dischidia c'est une plante quand même qui est un peu similaire au Oya, et du coup j'ai eu aussi pas une question vraiment, mais on m'a demandé de parler du Dischidia, entre autres Avaplante qui m'a demandé de parler du Dischidia, et je m'étais dit je vais en parler un petit peu, mais voilà, je vais essayer peut-être d'en parler un peu plus dans cette vidéo. Du coup ça fera Oya et un petit peu Dischidia, mais bon, c'est principalement Oya quand même. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un Oya? Alors un Oya, c'est une plante tropicale qui vient principalement d'Asie du Sud-Est, dans le nord de l'Australie. Vous allez en trouver en Nouvelle-Calédonie. Voilà, il y a plusieurs endroits, mais ça se trouve pas en France concrètement, donc c'est plutôt une plante tropicale. De la famille des Apocynaceae, donc ça je vous le dis parce que c'est très important à savoir. Les plantes sont, enfin tout le temps, elles sont catégorisées dans des familles, et là la famille des Apocynaceae, je vous le dis parce que c'est une famille de plantes qui est sujet à un nuisible en particulier, ça va être la cochenille. C'est assez radical, on va dire, donc c'est pour ça que je vous dis de suite, les Oya, leur principal nuisible, ça va être la cochenille, alors farineuse ou à carapace, un petit peu comme les succulentes finalement. Il existe 200 à 300 espèces, voire peut-être 400, parce qu'on en trouve encore de nos jours, des espèces de Oya. C'est pour ça que certains Oya n'ont pas un nom complet, que bien souvent il y a des chiffres aussi à la suite, mais on trouve encore actuellement des nouveaux Oya, enfin des Oya qui existaient qu'on n'avait pas encore trouvé. Donc 200 à 300 espèces, mais certainement qu'on se rapproche même des 400. Alors il y a 8 sections reconnues. C'est important de savoir que vous avez donc les Oya,
Mais le genre, c'est encore autre chose. Le genre, ça va être par exemple le Carnosa, Hoya carnosa. Ça va être un genre de Hoya. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de sortes de Hoya carnosa, parce qu'après vous aurez le Carnosa Crimson Queen, Crimson Princess, mais beaucoup d'autres que j'ai pas en tête forcément. Mais quand on dit un Hoya carnosa, c'est très vaste. Vous avez aussi le Hoya lacunosa, en fait le genre lacunosa. Vous allez avoir beaucoup de Hoya dite lacunosa, mais avec quelque chose qui suit. C'est une plante épiphyte ou lithophyte, suivant dans quel endroit elle pousse. C'est-à-dire épiphyte, elle pousse contre un arbre, un tronc d'arbre, sans pour autant le parasiter. C'est pas du tout une plante parasite. Ou lithophyte sur des rochers, voilà, elle s'installe, elle va ramper, elle va s'appuyer contre un support. C'est une plante qui est alors composée. On va essayer de la décomposer pour un peu mieux la comprendre, parce que c'est important de comprendre une plante, et vous allez voir que si vous comprenez comment elle est faite, et puis d'où elle vient déjà aussi, eh bien, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors déjà, les racines. Les racines, ce sont des racines très fines. Quand je dis très fines, c'est vraiment des petits filaments de racines. La plupart du temps, vraiment, vous avez l'impression que ce sont des petits cheveux, quoi, en fait. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce sont des plantes, justement, qui dit petites racines ou très fines racines, sont facilement sujets à la pourriture, au pourrissement, s'il y a trop d'arrosage. Donc ça, c'est important de savoir aussi que en fonction de la taille des racines, il y a des petites choses à adapter, notamment au niveau du substrat et des arrosages. C'est ce qu'on va voir après. Après, vous avez les lianes. Donc, moi, je dis une liane. Il y en a qui disent des tiges. En fait, c'est des lianes. Ce sont des lianes sur lesquelles il va y avoir des feuilles. En principe, elles sortent par deux. Alors, j'essaierai de vous mettre des images au fur et à mesure que je vous parle, mais c'est pas gagné que j'ai filmé en même temps. Mais si, je peux vous montrer même une que j'ai juste devant. Donc, en fait, ben ouais. C'est encore plus simple. Donc, les racines très fines qui sont dans le substrat, vous allez avoir une liane qui va donner naissance à des feuilles. Et notamment, les feuilles sortent par deux, comme là, vous voyez. Ici, il n'y en a qu'une parce que l'autre, elle est tombée. Quand je l'avais reçue, on voit un petit peu la trace d'ailleurs de l'emplacement de la feuille. Mais sinon, elles sortent par deux. Il faut savoir que le Hoya lance une liane et après sort les feuilles. En général, elle sort rarement les feuilles en même temps que la liane pousse. La liane va chercher un appui, va chercher... C'est pour ça qu'on voit beaucoup de lianes de Hoya partir un petit peu dans tous les sens. Quand elles n'ont pas un support, elles cherchent à s'agripper et après elle fait pousser ses feuilles. Ensuite, vous allez avoir des pédoncules. Donc des fleurs. C'est une plante qui fleurit. Donc vous allez avoir la liane, les feuilles, le pédoncule. Le pédoncule en général, il sort à peu près à cet endroit-là, bien souvent. Alors pas sur tous, parce qu'il y a des Hoya comme le Linearis et le Hoya Bella, le pédoncule sort en bout de liane. Alors que la plupart, en fait, ils auront des pédoncules à la base des deux feuilles. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que là où il y a deux feuilles, il y a un nœud, forcément. Un nœud, deux feuilles et le pédoncule qui peut sortir à cet endroit-là. C'est très important de savoir qu'il y a un nœud parce que c'est là où vous pouvez bouturer votre plante. Ensuite, les pédoncules, ah oui, parfois sont persistants. Et ça, c'est super important. Et vous allez comprendre pourquoi après dans les questions. Le pédoncule, sur beaucoup de Hoya, reste persistant, c'est-à-dire que il ne tombe pas. Ce sont les petites fleurs, les pétales, la petite fleur en elle-même. Sur un pédoncule, il peut y avoir beaucoup de fleurs en fait, jusqu'à une vingtaine, peut-être même plus. Ces fleurs vont faner, vont tomber, mais il va rester le pédoncule. Et ce pédoncule, il ne faudra pas le couper, même s'il paraît sec, il ne faudra pas le couper parce que la fleur renaît à ce niveau-là. Ça, ce sont des pédoncules persistants. C'est un peu comme le feuillage qui est persistant, mais là, ce sont des pédoncules qui sont persistants. Il y a certains Hoya que ce pédoncule ne persiste pas, du coup il poussera plus loin. Et souvent ce sont encore les Hoya du type Hoya Bella et Hoya
Retusa, le Linearis, c'est toujours ceux-là qui sont un petit peu différents. Ensuite, les pédoncules floraux sont parfumés. Alors là, il y a toutes sortes de parfums, du parfum très agréable, sucré, au parfum pas du tout agréable. Ça, je vous en ai parlé aussi par rapport au livre sur les Oya. Ce livre, je vous le mets encore dans la barre de descriptif. C'est le livre de Daniel Marot. Je vous mets le nom dans le descriptif pour que vous puissiez essayer de le retrouver. J'ai déjà expliqué comment faire pour l'avoir. Il faut contacter Daniel Marot sur Facebook, lui envoyer un petit message en lui demandant pour le livre si c'est possible de le rééditer, puisque c'est pas un livre qu'on trouve dans le commerce, en librairie ou quoi que ce soit. C'est elle qui réédite au fur et à mesure. Par petit nombre, et du coup vous lui envoyez un message via Facebook en fait, et elle vous répondra. Voilà, il n'y a que comme ça que vous pouvez arriver à avoir ce livre, mais je vous mets dans le descriptif le nom du livre pour que vous puissiez retrouver. Ensuite, on en était à la composition du Oya. Donc l'Oya a une sève, donc c'est l'équivalent du sang chez nous, qui est la plupart du temps blanc, mais ça peut être qui tire un peu vers le jaune, un peu vers le brun. C'est pas toujours de la sève blanche, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est souvent de la sève blanche. Du coup, je pense que j'ai fait le tour des grandes lignes, et maintenant on va attaquer les questions. Alors, d'abord, on m'a demandé pour le substrat. Alors, c'est pour ça que je le mets en tout premier, parce que le substrat, c'est quand même la base. Le substrat, moi, je fais... Alors, c'est personnel, c'est-à-dire que c'est ce que je fais chez moi, et ça je le dis à chaque fois et je préfère le répéter, c'est ce que je fais chez moi, ça fonctionne chez moi, ça veut pas dire que ça fonctionnera chez tout le monde, ça va dépendre de beaucoup de facteurs comme notre intérieur, notre hygrométrie, nos températures, notre région aussi, si j'habite dans le nord ou si j'habite dans le sud, forcément ça sera pas la même chose, ça va dépendre de beaucoup de choses, mais on va dire en règle générale, voilà, pour pas trop se mouiller. Moi, je fais un mélange de terreau à semis. Alors, j'utilise du terreau à semis, mais vous pouvez utiliser du terreau pour plantes vertes. Moi, j'utilise du terreau à semis parce que, en fait, il n'y a rien de spécial dedans. Et après, moi, c'est moi qui fais mes ajouts dans mon substrat. Donc, du terreau à semis, du terreau pour orchidées. Puisqu'il y a des copeaux de pin dans ce substrat, ce qui va permettre d'apporter un peu d'acidité. Les plantes épiphytes de ce type-là aiment bien avoir un petit peu d'acidité, et des écorces, c'est très bien parce que les racines vont s'agripper un petit peu dessus. Et enfin, le drainage. Dans le drainage, vous pouvez mettre, moi je mets de la perlite, des billes d'argile. Je sais que ça leur plaît, j'avais déjà testé, là je commence à en mettre plus régulièrement, parce que je me dis billes d'argile, j'en ai toujours en stock, du coup je mets un petit peu de billes d'argile, ça leur plaît. Il y a les copeaux de pin qui servent aussi de drainage, mais après vous pouvez mettre de la pouzoulane, vous pouvez mettre un peu de pont aussi, le pont peut servir de drainage. Quand c'est un Oya qui a besoin de sécher assez rapidement, ben moi je vais faire un mélange un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de terreau à semis, un tiers de terreau pour orchidées et un tiers de drainant. Et ça va être la base. Après, quand vous allez faire vos petites recherches vous-même, parce que ben, c'est ça aussi, c'est de faire soi-même ses recherches. Vous vous penchez sur le Oya que vous achetez. Est-ce qu'il a besoin de rester... est-ce qu'il a besoin de plus d'humidité, de sécher très rapidement? Vous voyez, c'est en faisant aussi des recherches que vous allez apprendre au fur et à mesure. Moi, j'ai pas appris du jour au lendemain en claquant des doigts. J'ai fait des essais, je me suis loupée et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et c'est à force d'observer qu'on arrive à affiner. Mais déjà, ce substrat, c'est vraiment un substrat de base. Après, si vous savez que votre Oya a besoin de sécher plus rapidement, vous mettez un peu plus de drainage. Si c'est un Oya type Linearis qui aime pas trop sécher entre deux arrosages, vous allez mettre moins de drainage et un peu plus de terreau, par exemple. Voilà, en fait, vous allez
Vous allez faire votre substrat à votre sauce, hein, c'est comme une recette de cuisine, ça je le dis à chaque fois. Et après, par contre, moi, à chaque rempotage, je mets toujours de l'engrais Osmocote, c'est de l'engrais à diffusion lente, que l'on peut trouver dans n'importe quelle jardinerie, et c'est l'osmocote, en fait, vous en avez pour plantation, pour différents... En fait, c'est de l'engrais, tout simplement, hein, sous forme de billes. Donc, après, vous allez chercher celui qui vous paraît le mieux, plus adapté à vos types de plantes. Moi, je prends de l'osmocote pour plantation. Ensuite, au niveau du substrat, je crois que c'était surtout ça que j'avais comme question. Et du coup, je vais passer, tant qu'on est dans le substrat, j'ai une question, c'est comment passer du pont au terreau et combien de temps peuvent-ils rester en pont et m'étude de l'osmocote. Donc, comment passer du pont au terreau? Alors, je dirais que c'est pas si simple que ça, que c'est un petit peu délicat, parce que le pont, c'est un substrat minéral, alors que le terreau est un substrat organique. Le substrat minéral, c'est des roches, voilà, de la roche expansée pour la perlite, de la roche volcanique pour le pont, voilà, c'est un substrat qui ne pourrit pas en fait, alors que le terreau, c'est un substrat organique, ce qui veut dire qu'il peut pourrir. Et la différence, c'est qu'en pont, on cultive avec toujours un fond d'eau. Et dans le terreau, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir toujours un fond d'eau parce que sinon, ça pourrirait. Donc, c'est là qu'il va falloir trouver un compromis et c'est exactement, je dirais, comme les plantes que vous faites, que vous bouturez en eau et que vous passez en substrat. Au début, moi, je dirais que, enfin, c'est comme ça que je fais et c'est surtout comme ça que je vois les choses, c'est que votre plante qui est en pont, elle est habituée à avoir de l'eau à volonté. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est progressivement l'habituer un petit peu sécher entre deux, c'est-à-dire vous mettez un peu moins souvent de l'eau, sans pour autant la laisser complètement se déshydrater au niveau des racines, parce que sinon elles vont pourrir quand vous allez remettre de l'eau. Et petit à petit, vous faites comme ça, et après vous allez basculer donc dans un substrat assez drainant, suivant votre Hoya, toujours pareil, mais qu'au début, vous allez quand même humidifier très régulièrement. Le mieux, honnêtement, pour moi, je trouve que c'est le mieux, mais c'est personnel, hein, mais moi, je préfère revenir tous les jours, mettre quelques gouttes d'eau, pour que ce soit humide ou tous les 2 jours, plutôt qu'un gros arrosage et laisser sécher jusqu'à qu'il sèche entièrement. Moi, je suis plutôt la team qui arrose petit à petit, régulièrement, et vous voyez, ça fait moins d'eau d'un seul coup, mais ça permet d'avoir un substrat quand même légèrement humide, mais pas trop non plus, ça sèche quand même assez vite. Voilà, et moi je fais la transition comme ça. Après, combien de temps elle peut rester en pont? Ben moi je peux vous dire que ça peut rester des mois et des mois en pont. Et il y avait aussi la question, mets-tu de l'osmocote? Oui, dans le pont je mets de l'osmocote. C'est le seul engrais qui va dedans. Sinon, vous pouvez mettre de l'engrais foliaire sur les feuilles hein, pour compléter. Après, je dirais, là, j'ai le Hoya Mathilde que j'ai mis sur l'étagère, mais vous voyez pas, qui est en pont depuis des mois, je dirais certainement depuis une bonne année, qui va très bien, qui fait fleur sur fleur, etc., qui était sous l'emporticole. Là, j'ai commencé à déplacer, mettre plutôt devant les baies vitrées, pour faire déjà une première transition, et éventuellement, je passerai peut-être en substrat, en terreau, mais c'est pas sûr, parce que je trouve que c'est une plante qui se plaît beaucoup en pont. Et du coup, ce que je vais faire, si je décide de la laisser en pont, je vais, en fait, comme si je la rempotais, je vais sortir du pot la plante, je vais changer le pont, tout simplement, et mettre du pont avec de l'engrais qui est déjà incorporé. Voilà, ça c'était pour le substrat, le pont, et du coup, oui, je mets de l'osmocote, que ce soit de toute façon dans le pont ou que ce soit dans le substrat terreau, mélange de terreau, je mets toujours de l'osmocote. Ah oui, j'avais aussi quel substrat tu fais pour les Hoya, et ce serait super si tu disais tous les espèces de Hoya
que tu as, si c'est possible. Alors ça, par contre, ça s'appellerait un Oya Tour ou un plan tour. Là, très honnêtement, j'ai pas très envie. J'en ai beaucoup. C'est très long, ça serait une vidéo très longue et là en ce moment j'ai vraiment pas envie de faire des vidéos très longues. Ça serait bien que j'essaie de faire avant que je les mette dehors, que je les mette en extérieur, mais je verrai. Mais pour l'instant j'ai pas trop envie. Alors au niveau de l'arrosage, j'avais plusieurs questions. Est-ce que tous les Oyas ont le même rythme d'arrosage et quel Oya demande plus d'eau? Alors, non, ils n'ont pas le même rythme d'arrosage. Moi, je le vois très bien chez moi. Ils n'ont pas du tout le même rythme. Il y a des Oyas qu'il faudra que j'arrose 2 fois plus que certains autres. Et j'adapte mes arrosages en fonction du type de Oya. Il y a des Oyas qui sont plutôt natifs d'une région montagneuse ou d'autres qui sont natifs d'une région plutôt chaude et sèche. Déjà, il faut prendre ça en considération. Du coup, c'est en observant, en se renseignant aussi d'où vient ce Oya. Si vous avez le nom, c'est toujours bien. Alors, quel Oya demande plus d'eau? Mais par exemple, le Oya linearis, alors vous allez vous dire, celui-là, putain, il revient tout le temps, quoi. Le Oya linearis, c'est un Oya, je dirais, assez particulier parce que, alors, il aime pas sécher trop. Faut qu'il sèche, mais pas trop. Il aime l'humidité ambiante, donc c'est un Oya que vous pouvez vaporiser. Alors qu'il y aura des Oya type Thompsoni, par exemple, c'est un Oya qui va moins aimer l'humidité très clairement. Il va pouvoir sécher entre deux arrosages. Il est même recommandé qu'il sèche entre 2 arrosages. Après, il y a des Oya, par exemple, parce que je me suis notée, hein, le Oya Bella. Le Oya Bella, c'est un Oya qui a vraiment besoin de suffisamment d'humidité pour fleurir. Et du coup, franchement, il ne faut pas trop se louper les arrosages sur le Oya Bella, comme le Oya linearis. Voilà, il va aimer quand même avoir un sol régulièrement humide. Pas détrempé, mais juste humide, frais. Vous voyez, quand c'est sec sur la surface, assez sec sur sa profondeur, n'attendez pas que toute la motte soit sèche. Voilà, il y a des Oyas, il faut attendre vraiment que toute la motte soit sèche et d'autres pas du tout. Comment le voir? Bien souvent, c'est le feuillage qui va vous dire que c'est un Oya qui aime plus ou moins sécher. Le Oya Kerry, par exemple, il a un feuillage très coriace, très épais. Donc c'est un Oya qui va pas apprécier le surplus d'arrosage. Le Oya Obovata aussi. Le Oya Compacta, c'est un Oya qui n'aime pas les excès d'arrosage. Voilà, il y a pas mal de Oya comme ça qui aiment pas les excès d'arrosage, alors que des Oya qui aiment bien avoir un petit peu de fraîcheur au pied, le Oya Retusa. Le Oya Retusa, il ne faut pas le louper aussi en termes d'arrosage, mais il ne faut pas non plus trop arroser. Souvent, les Oya très fins comme ça, j'ai remarqué que ce sont des Oya qui aiment bien quand même plus d'arrosage que certains autres qui ont vraiment, enfin qui faut vraiment pas aller dans l'excès. Le Oya Croniana, alors celui-là, le Oya Croniana, c'est le Oya par excellence qui est compliqué, je dirais, à cerner parfois entre trop d'arrosage, pas assez d'arrosage. Vous voyez, entre les deux, mon cœur balance. Et celui-ci, j'ai eu du mal à le comprendre. J'ai mis du temps. J'ai déjà perdu du Croniana. Bon, là, j'en ai quand même pas mal. Et ils fleurissent tous. Ça veut dire que je pense que je les ai compris, enfin. Mais voilà, c'est pas très simple. Ah oui, le Serpens aussi, c'est un Oya. Je l'avais amené ici pour autre chose. Mais le Oya Serpens, c'est un Oya qui n'aime pas trop sécher entre 2 arrosages. Voilà, c'est un tout petit c'est un Oya, je pense que les feuilles c'est les plus petites feuilles de Oya, même s'il a les feuilles un petit peu épaisses, c'est pas un Oya qui aime trop sécher celui-là. Voilà, il en fait partie de ceux qui aiment pas trop sécher. Alors après j'avais une autre question, serait-il possible de faire un petit retour sur les variétés de Oya qui aiment sécher et celles qui aiment rester humides? Donc c'est un peu ce que je viens de faire. Les différences de culture. Entre parenthèses, ah non, Léonard, tu vas où? Ah ben non.
Ben non. Qu'est-ce que tu fais en fait là? T'es assis pile poil sur ma question. Je crois que la personne... Attendez. Léonard, tu me laisses regarder le cahier, mon bébé? Le loup? Tiens, regarde. Hop. Coucou. Ouais. Tu veux participer à la vidéo? Non. Allez, vas-y. Je te laisse y aller. Attends. Hop, fais pas de bêtises avec la caméra. Voilà. Voilà. Alors, s'il y avait marqué aussi, je tue malheureusement tous mes Croniana, je pense par excès d'eau. Et oui, je pense que le Croniana, c'est un Oya qui vraiment craint les excès d'eau. Mais en parallèle, c'est un Oya qu'il ne faut pas attendre que les feuilles soient fripées vraiment pour l'arroser. Si les feuilles sont trop fripées, vous allez vraiment... mais alors vraiment galérer pour le réhydrater. C'est vraiment le Oya qui est compliqué à ce niveau-là. Vous avez peur de l'arroser parce que il craint énormément l'excès d'arrosage, mais en parallèle, il va sécher le jour où il sèche un petit peu trop, que ça bascule dans le mauvais côté, c'est-à-dire que vraiment il a trop séché, il est difficilement rattrapable. Moi, c'est comme ça que j'ai perdu des Croniana, c'est que j'avais trop laissé sécher, j'arrivais plus à réhydrater, et même en coupant, en mettant en eau, ça se réhydratait plus, et c'était fini. Donc le Croniana, c'est vraiment, je dirais, un des plus particuliers que j'ai pu avoir. Ensuite, j'ai eu une question, alors un Oya qui stagne. Mon Carnosa ne fait rien depuis que je l'ai, il est collé à la fenêtre, exposé nord-est. Substrat, terrosemi et perlite, quels conseils pourrais-tu me donner? Alors, le Carnosa, c'est vaste, mais je pense qu'en principe, quand on dit Carnosa, c'est souvent le Crimson Queen ou le Crimson Princess. C'est un des deux et ils sont à peu près similaires en... Pardon pour le téléphone. Et ils sont à peu près similaires pour l'entretien. Alors, quand un Oya stagne, alors bien souvent... Moi, quand j'achète un Oya, souvent, à son arrivée à la maison, le Oya a tendance à un petit peu stagner. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour ça. Il faut qu'il s'adapte, qu'il s'acclimate parce que il passe d'une jardinerie à une véranda. Du coup, voilà. Et ça peut arriver qu'il stagne. Mais des fois, ça met du temps et ça stagne vraiment beaucoup pour le coup. Alors là, dans l'explication, le substrat, c'est terrosemi et perlite. C'est, je pense, trop peu. En termes de substrat, c'est ce que moi je faisais au tout début. Je faisais terreau perlite comme pour mes potos, etc. Mais les Oya ont besoin d'un petit truc en plus. La lumière qui s'éteint. Le Oya a besoin d'un petit truc en plus. Et moi, c'est à partir du moment où j'ai mis du terreau à orchidée, où il y avait du coup dedans des chips des écorces de pin, alors ça peut être aussi des chips de coco, mais quelque chose qui apporte de l'acidité dans le substrat et qui apporte aussi un petit support au niveau des racines. Je pense que ça manque un petit peu dans le substrat. Ça, c'est la première chose. Alors, quand on veut trouver le pourquoi une plante stagne, il ne faut pas changer tous les paramètres d'un seul coup. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir finalement ce qui n'allait pas. Donc, par exemple, moi, je dirais changer déjà le substrat. Parce que pour moi, le substrat, il n'est pas suffisant. Il est pas suffisant. Coller à la fenêtre, exposé nord-est. Alors, nord-est, bon, coller à la fenêtre, il a la lumière. Il n'y a pas besoin d'être au sud. Est-ce que des fois, il suffit de déplacer un tout petit peu la plante pour qu'elle soit mieux. Mais là, je dirais que dans un premier temps, je changerai le substrat. Si ça bouge pas, je déplacerai un tout petit peu la plante. Après, quand je dis si ça bouge pas, il faut être patient aussi. Il faut quand même que la plante, elle reparte, elle redémarre. Suite à un rempotage, en général, le temps que les racines se remettent en place, se refonctionnent correctement, la plante, elle va se focaliser sur son système racinaire à partir du moment où elle a été rempotée. Donc forcément, elle mettra du temps à pousser. Voilà, bien souvent, quand on vient de rempoter une plante, parce que c'est souvent le cas, quand on achète une plante et qu'on rempote,
oui, elle va stagner aussi. Elle va stagner parce que comme je viens de vous le dire, quand on rempote une plante, elle va se consacrer à son système racinaire et ne poussera pas pendant ce temps. Elle ne peut pas tout faire. Faire des racines, pousser, faire des fleurs, etc. Donc là, il va falloir avoir de la patience. Moi, je dirais vraiment de changer le substrat. Je pense que c'est ce qui pêche en priorité et si c'est pas suffisant, peut-être changer l'exposition. Et après, je dirais aussi, on arrive tout juste dans le printemps, donc elle a pu peut-être se mettre au repos tout simplement pendant l'hiver aussi. Donc profitez aussi de mettre de l'osmocote dans le substrat parce que ça va lui faire du bien. Alors l'osmocote, l'avantage, c'est que la libération se fait à partir de 20 degrés. Et du coup 20 degrés en général les plantes se réveillent aussi à cette température là, donc c'est pas gênant de mettre de l'osmocote. C'est pas comme si vous mettiez de l'engrais liquide qui agit de suite sur le moment, et si la plante elle n'est pas en activité, si elle est en repos végétatif, de toute façon ça ne sert strictement à rien de mettre de l'engrais. Alors que là l'osmocote ça permet de faire ça tout doucement. Je veux dire, voilà, s'il y a un arrosage, elle ne prend pas l'engrais, elle aura à l'arrosage suivant, quand elle va se réveiller. Et des fois, ça peut stimuler le réveil aussi. Mais je pense que le combo de la luminosité qui va augmenter, le changement de substrat qui va lui donner un petit coup de fouet, sortir de l'hiver tout simplement, ça va lui faire du bien et à mon avis, elle va se réveiller. Alors, on va passer à la floraison. J'adore la floraison. Donc, je suis contente d'avoir des questions là-dessus. Que faut-il faire lorsque les boutons floraux n'évoluent pas? Mon Hoya Bella m'a fait plein de boutons. 2 étaient presque prêts à s'ouvrir, à ouvrir les petites fleurs. Et pouf, elles sont tombées et les autres ont soit séché, soit n'évoluent plus. Donc, quand les boutons floraux n'évoluent plus ou qui sèchent et qui tombent. Alors, ça peut arriver pour plusieurs raisons. Et on va dire que ça rejoint un petit peu les orchidées aussi, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, les orchidées, quand il y a un courant d'air, les boutons peuvent tomber. Quand vous rempotez, les boutons peuvent tomber. Quand vous manquez d'arrosage, les boutons peuvent tomber. Voilà, ça va être tout un tas de choses qui vont faire que l'orchidée ne va pas fleurir ou va perdre ses boutons. C'est pareil pour le Hoya. Un mauvais courant d'air, parce qu'un courant d'air, je veux dire, un coup de vent, ça c'est un courant d'air normal. Par contre, si j'ouvre mes fenêtres très tôt le matin et qu'il fait vraiment froid et que ça fait un grand courant d'air froid, là ça peut saisir la plante et du coup faire tomber les boutons ou les faire sécher sur place et ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas ou ça tombe ou ça, voilà, ou ça meurt. Après... un manque d'arrosage. Si vous manquez les arrosages alors que vous avez des boutons qui se réveillent, soit ils sèchent, soit ils stagnent. Voilà, ça c'est les deux possibilités. Rarement ils arrivent à évoluer parce qu'un Hoya qui fleurit, c'est comme beaucoup de plantes à fleurs. C'est à ce moment-là qu'il faut les arroser, leur apporter de l'engrais. Il faut vraiment être un peu plus assidu sur tout ça, alors que quand il fleurit pas, bon, on peut se la couler un peu plus douce entre les arrosages, etc. Par contre, quand ça va fleurir, quand vous avez des pédoncules qui arrivent, il faut être plus précautionneux à ce niveau-là. Ne pas louper les arrosages, ça c'est la priorité, c'est la première chose à faire. Quand moi je vois des boutons qui arrivent sur mes Hoya, je me dis là, j'ai intérêt à être rigoureuse dans mes arrosages et apporter de l'engrais, c'est encore mieux. Là par exemple, je leur ai mis au dernier arrosage de l'engrais pour plantes vertes. Après je vais passer sur de l'engrais pour orchidées ou de l'engrais pour géranium. Pourquoi pour géranium? Parce que c'est un engrais qui est pour plantes fleuries tout simplement. Et du coup, c'est très bien pour les Hoya. Engrais pour orchidées, c'est pareil. Moi, j'assimile beaucoup la culture des Hoya à la culture des orchidées. Et du coup, j'utilise plus favorablement en fait l'engrais pour orchidées sur des Hoya. Notamment l'engrais foliaire, c'est de l'engrais pour orchidées que j'utilise. Je les ai tous vaporisés d'engrais foliaire il n'y a pas très longtemps. Du coup là j'ai des pédoncules qui poussent. Je suis très rigoureuse, je fais très attention parce que vraiment c'est voilà, il faut pas se louper.
Pourquoi les boutons floraux avortent sur les Hoya? Ben, c'est ce que je disais, ça avorte parce que souvent c'est un manque d'arrosage ou un courant d'air. Ce sont les deux causes vraiment qui peuvent faire que la plante avorte ses boutons floraux. Ou le rempotage aussi. Il ne faut pas rempoter une plante qui est en train de fleurir. Ça c'est radical, les boutons en général ils ne tiennent pas. Sauf sur mon Hoya Bella que j'ai rempoté et qui a continué à fleurir malgré tout. Après, il y a toujours des exceptions. Est-ce qu'un Hoya peut fleurir plusieurs fois dans l'année? Ah ben oui. Donc c'est ce que je disais sur les pédoncules persistants, donc les pédoncules qui restent. Ces pédoncules-là, ils ont plusieurs étages de floraison. Et moi j'ai des Hoya comme le Hoya Burtoniae qui fleurit genre 4 fois dans l'année, voire peut-être même plus. J'ai le Croniana qui a fleuri en l'espace de 1 mois sur le même pédoncule. 1 mois et demi. Et j'ai aussi le Hoya Sigillatis qui a fleuri en l'espace de 1 mois sur le même pédoncule. Ça, je m'y attendais pas. Surtout sur le Sigillatis qui est pas un Hoya très simple. Il a fleuri 2 fois. Alors, il peut fleurir bien souvent, on va dire 2 fois dans l'année. Moi, j'ai des Hoya qui fleurissent bien plus que 2 fois. C'est cool, ça fait plaisir. Et c'est pas forcément en été, parce que vous voyez, moi, les floraisons, elles sont plutôt en hiver. En été, j'ai remarqué qu'il y a des floraisons, mais elles sont un peu plus compliquées à cause de la chaleur, parce que moi, ils sont en extérieur en plus. Et comme il fait très chaud, ben, je dirais que les floraisons, elles sont un peu plus... Ben, c'est-à-dire que là, il faut vraiment pas se louper les arrosages, et je m'en loupe forcément. Donc, j'ai pas toute la floraison que je pourrais avoir en été. Et puis après, en été, quand il fait genre 40 degrés à l'ombre, beaucoup de plantes se mettent en repos, et du coup, vont pas fleurir. Donc ça peut arriver aussi. Quel Hoya fleurit le plus? Alors moi, ici, celui qui fleurit le plus, c'est le Burtoniae. Tous les Burtoniae que j'ai, alors c'est différentes cultures, j'en ai un en pont, un en suspension, un par là, je sais plus où, qui est tutoré. Oui, il est là-haut, qui est tutoré. Les 3 fleurissent plusieurs fois et donnent des boutons floraux de tous les côtés. Il y a aussi le Hoya Mathilde qui fleurit pas mal. Le Hoya Mathilde, là, il en donne pas mal. Le Hoya Bella fleurit beaucoup. Et voilà, c'est ceux qui fleurissent le plus. Oui, voilà, ceux qui fleurissent le plus, ça va être ceux-là. Alors, une autre question sur la floraison, c'est comment faire refleurir un Hoya. Et ça, vous êtes nombreux à me l'avoir posé. Alors, exemple, je possède un Hoya Bella depuis plus de 10 ans et il n'a jamais fleuri pour autant. Je lui donne de l'engrais de mars à septembre. Que puis-je faire? Et un autre exemple, pourrais-tu nous expliquer ce que tu fais pour faire fleurir les Hoya? J'ai le même substrat que toi et je mets de l'engrais. Quelle température fait-il dans ta véranda? On va essayer de répondre au fur et à mesure. Donc le Hoya Bella qui a plus de 10 ans et qui ne fleurit pas, alors que cette dame met de l'engrais de mars à septembre et il fleurit pas. Alors ça peut arriver. J'ai le Hoya Carnosa Crimson Princess qui est énorme. Et bien l'année dernière, il n'a pas fleuri. Parce qu'il a mis toute son énergie à faire du feuillage. Et je pense que... je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais le Hoya Bella, peut-être que là, il fait beaucoup de feuilles. Est-ce que l'engrais, c'est un engrais pour plantes vertes ou un engrais pour plantes fleuries? Parce que ça change quand même pas mal de choses. Un engrais pour plantes fleuries, c'est quand même, ça va favoriser les apports qui sont essentiels pour la floraison. Parce qu'après, dans les engrais, la différence que vous allez avoir, il y a des engrais qui sont plutôt pour favoriser le feuillage, d'autres pour favoriser la floraison, d'autres pour favoriser l'enracinement, ou les fruits aussi, pour favoriser les fruits sur certains arbres, par exemple. Chaque engrais a sa... comment dire, vise quelque chose, et là peut-être que l'engrais, ça serait de l'engrais pour floraison, mais c'est vrai que 10 ans sans fleurir, ça me paraît quand même beaucoup. Alors ben là, une fois de plus, je dirais qu'il faudrait changer quelques paramètres au fur et à mesure. Peut-être, est-ce qu'il a été rempoté?
Je sais pas, c'est pas marqué. Est-ce qu'il a été rempoté? Est-ce que il a eu déjà des changements d'orientation? Parce que peut-être qu'il suffit de changer juste l'orientation. Est-ce que, je sais pas moi, des fois il suffit de déplacer de 3 mètres une plante pour qu'elle se mette à fleurir et à exploser. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui rentrent en compte et qui peuvent aider la plante à fleurir. Je dirais la première chose, c'est déjà savoir si elle a été rempotée. Et après, pourrais-tu nous expliquer ce que tu fais pour faire fleurir les Hoya? Ben, en fait, je fais rien de magique. Juste, je fais attention au substrat, je mets de l'engrais. Je suis pas hyper assidue non plus dans l'engrais, hein. Je m'en loupe quelquefois. Hein. Mais je dirais que le truc qui aide à la floraison, c'est quand même de les avoir peut-être mis en extérieur l'été et les avoir rentrés l'hiver. Parce qu'ils ont passé quand même quelques nuits à la fraîche et c'est un peu comme les orchidées, le changement de température aide à la floraison et ça je pense que ça y a joué beaucoup, je pense. Après je suis pas sûre à 100%, j'ai des Hoya qui sont pas allés dehors qui ont fleuri aussi. Je pense que ça a quand même joué en leur faveur. Après il faut que la plante soit quand même assez mature, c'est-à-dire une petite bouture. Ça fleurit pas forcément facilement, sauf si la bouture est issue d'un pied mère qui a déjà fleuri et cette bouture est quand même déjà bien racinée et tout, elle peut fleurir, ça n'empêche pas qu'elle fleurisse. Voilà, mais après je fais rien d'extraordinaire. Et après, à quelle température fait-il dans ma véranda? Il fait à peu près 20 degrés. Alors je pense pas que ce soit ça qui fasse quoi que ce soit. Peut-être... Ça me fait penser à quelque chose. Au mois de décembre, j'ai eu une panne de chauffage. J'ai eu la clim. Vous savez, vous vous rappelez, pendant, je crois, 3 semaines, j'ai eu la clim en panne. Et du coup, j'ai eu des chutes de température. Je suis tombée vers les 15 degrés, 15-16 degrés. Et peut-être que ça a aidé la floraison. C'est peut-être ça aussi. La chute des températures... Ça a peut-être fait du bien, ça a été un mal pour un bien peut-être. Il faudrait que je tombe en panne tous les hivers de chauffage. Mais c'est possible, c'est possible. Maintenant que j'y pense, vous voyez, en lisant et vous voyez, des fois, on arrive à des conclusions avec le temps. Et c'est ça que j'aime bien, moi. C'est arriver à des conclusions en observant, en réfléchissant, voilà. Je trouve que c'est bien. Ah ben oui, ça rejoint d'ailleurs une question. Est-ce que le Hoya a besoin d'un repos hivernal pour favoriser la floraison? Oui, moi je dirais qu'il a besoin d'un repos hivernal pour favoriser la floraison, comme beaucoup de plantes. Alors on dit repos hivernal, c'est un repos végétatif. Parce que certaines plantes vont se reposer l'été et d'autres vont se reposer l'hiver. Mais c'est une plante, comme c'est une plante à floraison, de toute façon, c'est une plante qui a besoin de se reposer à un moment donné dans l'année. Et ça va, voilà, ça a besoin d'un repos végétatif et effectivement. Et enfin, j'avais, à ton avis, quels sont les Hoya les plus simples et les Hoya les plus compliqués? Alors les plus compliqués, moi celui vraiment qui a été très compliqué que je ne m'en suis pas remise, c'est le Hoya imbricata. Mais il est beaucoup trop particulier à faire pousser, à entretenir. Moi vraiment, c'est vraiment le Hoya que voilà, je dirais qu'il ne faut pas trop se lancer dedans. Après celui qui est un peu compliqué, c'est le Croniana. Ben, pour les raisons que je vous ai citées au niveau de l'arrosage. Après, dans les compliqués, il y a le sigillatis qui est assez compliqué. Mais une fois qu'on l'a compris, il est simple. Ça peut être aussi le compacta qui peut être un peu compliqué, mais une fois qu'on l'a compris, c'est pareil. Et après, dans les Hoya les plus simples, ben, je dirais le Hoya Carnosa Crimson Queen ou Princess. C'est du basique et c'est assez simple parce qu'il va pardonner les erreurs d'arrosage. Voilà, il est assez simple. Après, dans les Hoya simples, je dirais que le Curtici fait partie des plus simples. C'est un Hoya
Franchement, j'ai réussi même à le cultiver, à le faire pousser dans de la sphaigne. C'était bien la seule plante que j'ai réussi à faire pousser dans de la sphaigne, mais sinon ça racine absolument n'importe où, dans de l'eau, dans du substrat, dans du pont, enfin dans de la perlite. Vous pouvez vraiment faire raciner ce Hoya très très facilement. En plus là j'en ai un qui m'a fait des fleurs, un Curtici qui m'a fait des fleurs, donc ça veut dire que voilà, c'est possible de faire fleurir pas trop difficilement. Et après, alors moi j'avais rajouté un truc, c'est ceux qui sont sujets aux nuisibles autres que les cochenilles, parce que j'en ai un à vous dire quand même. Celui-ci, je trouve assez fatigant pour ça, c'est le Polynera. Le Hoya Polynera, ben, c'est un des rares, quasiment le seul, je dirais, qui a eu des trips, des piqûres de trips. Là, il m'a refait la gale des plantes. Après, bon, la cochenille aussi. Vraiment, c'est un Hoya. Voilà, au niveau des nuisibles, il est un petit peu fatigant. Voilà, je voulais le rajouter celui-ci parce que c'est pas qu'il est, il est pas compliqué en soi. Moi, je trouve même simple. Et sauf qu'il se chope à peu près tout ce qu'il trouve par là. Alors, je vous avais dit en début de vidéo que je voulais vous parler un petit peu du Dischidia, qui est une plante qui me tient beaucoup à cœur et qui me fait beaucoup penser à la culture du Hoya, à la façon de pousser du Hoya et même parfois au feuillage du Hoya. J'ai décidé en cours de route et en me disant que la vidéo serait certainement suffisamment longue comme ça. J'ai envie de faire des vidéos un chouïa plus courtes, alors pour vous peut-être, mais surtout pour moi, pour le montage, ça me prend moins de temps. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo dédiée au Dischidia. D'ailleurs c'est Avaplante ce matin qui en parlait. Pourquoi pas faire une vidéo sur, voilà, sur cette plante, sur cette catégorie de plantes qu'en fait on n'entend jamais parler. On ne voit quasiment jamais, en tout cas sur les réseaux sociaux. Moi j'en ai pas énormément, j'en ai 5 maintenant, depuis peu j'ai eu la 5e. Mais c'est une plante que j'adore beaucoup et j'ai envie peut-être de partager dessus un peu plus que 5 petites minutes en fin de vidéo. Donc j'ai décidé de ne pas vous en parler là maintenant, mais de vous en parler dans une prochaine vidéo. Je peux au moins vous montrer ce que c'est qu'une Dischidia, enfin qu'un Dischidia, parce que c'est comme les Hoya, c'est un. Vous voyez, ça va être des petites plantes de ce type là. Voilà. Après j'en ai une autre très particulière, mais je pense que je vous en parlerai dans une vidéo complètement dédiée et ce serait une vidéo pour un mercredi, du coup une vidéo un peu plus cool, un peu plus voilà. Je pense que c'est une bonne idée. Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur le Dischidia, si ça vous plaît cette idée, et peut-être que parfois je ferai des vidéos comme ça avec ça. Je vous en ai déjà fait parce que je fais déjà des vidéos avec une plante en particulier. La dernière c'était sur le Rhipsalis, j'ai fait sur le Ceropegia, j'ai fait sur le Senecio, j'ai fait sur quoi j'ai fait, bon, sur le Hoya évidemment, j'avais fait je me rappelle plus sur quoi j'avais fait, mais bon, j'ai fait des vidéos comme ça vraiment sur un zoom sur une plante. Et là j'aimerais bien faire sur le Dischidia, ça changerait un petit peu que des Hoya. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des réponses à vos questions. J'espère que j'ai été assez concis dans mes explications, même si j'aime bien expliquer, et puis du coup forcément ça prend pas que 30 secondes pour expliquer. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, très important pour faire évoluer ma chaîne, à partager aussi ma chaîne YouTube pour la faire connaître davantage et qu'on soit de plus en plus nombreux, et du coup de plus en plus de questions intéressantes et du coup plus de réponses pour tout le monde. Donc ça serait cool. Voilà, et puis sinon on se dit à très bientôt, puis je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.